Alors, le financement externe. Qui dit financement externe, donc ça veut dire que l'entreprise, elle va faire la demande, à l'extérieur. Donc elle ne va pas solliciter ses fonds propres, réserves, par l'autofinancement. Elle ne va pas solliciter ses actionnaires ni ses associés par des apports en nature. Là, en termes de financement, donc elle va couvrir tout simplement à l'emprunt. Et là, on a 2 types d'emprunts. Donc on a l'emprunt indévis et l'emprunt obligataire. Et troisième, on va dire, source de financement pour l'entreprise, c'est le crédit bail ou, si vous voulez, location financement. Terme qui est utilisé encore, c'est le leasing. À la fin, donc, on va regarder les contraintes pour le financement externe. Parmi les financements, donc, je vais commencer dans le désordre, en fait. Je préfère vous parler déjà des financements à court terme des cycles d'exploitation bas des bilans. Là, on n'est plus en haut des bilans, hein, donc on est en bas des bilans, hein. On sort de la zone où il y a les capitaux propres, hein. Là, vous voyez, il y a 3 possibilités pour le court terme. Alors, cession de créances ou la facturage. Alors, je cède des créances ou ce qu'on appelle la facturage. Donc, l'entreprise, elle va s'adresser au facteur, hein. Donc, c'est l'organisme qui va prendre ses factures, factures clients, bien sûr, et qui devient le propriétaire. Donc, l'entreprise, elle va recevoir donc le montant global des factures, moins les commissions, moins les intérêts. Donc, ça, c'est déjà le premier inconvénient. Donc, la facturage. L'avantage, bah, c'est que l'entreprise a une liquidité immédiate. C'est rapide, en fait. Pour la mise en place, c'est très rapide. La deuxième solution, donc, c'est le financement d'AI. Donc, c'est un moyen de financement qui permet aussi à une entreprise de bénéficier d'une ligne, on va dire, de crédit auprès de sa banque. Alors, tout à l'heure, on a parlé des facteurs ou la facturage. En règle générale, c'est des sociétés qui font ça à côté. Il y a aussi des banques qui font de la facturage, hein. Mais la plupart des banques préfèrent la loi d'AI, qui est une solution très simple, très souple. Donc, c'est une ligne de découvert. Pareil, c'est le même principe, donc la loi d'Ailly, donc c'est toujours à partir de la production des factures de vente. Donc la banque, elle ne va pas vous donner une ligne de crédit si elle ne reçoit pas donc vos factures clients. Et puis, le dernier point, c'est le découvert bancaire et sa facilité de caisse. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez courant. La facilité de caisse est utilisée éventuellement. En règle générale, les banques acceptent quand il y a des décalages de trésor inférieurs à un mois. Le découvert, quant à lui, il peut durer plus longtemps. Du moment que vous avez un écrit de la banque qui spécifie les montants autorisés et les conditions d'utilisation, là, vous pouvez y aller. Mais c'est toujours à court terme et c'est toujours pour avoir des liquidités, des facilités, mais ce n'est pas quelque chose qui est durable, on va dire, hein. Ce n'est pas avec une facilité de caisse qu'on va investir à long terme. On a aussi la possibilité de financer donc sa croissance et faire face à des investissements à long terme. Donc là, on a l'endettement par l'emprunt. Donc les prêts bancaires permettent de disposer de ressources sans mobiliser ses propres économies et améliorer la rentabilité. Donc là, on va parler d'un effet levier. Mais en contrepartie, bah, la dette, elle augmente, malheureusement. Donc on a une dette financière très importante. Quand on fait le ratio, ça devient un peu chaud, qui représente un risque pour la société à 2 niveaux. Le remboursement des nouveaux emprunts, il va diminuer la flexibilité financière et les intérêts à payer qui augmentent les charges financières, hein, qui augmentent les charges, ce qui vient gréver donc le résultat d'exploitation. L'emprunt individuel ou indivisible non fractionnable peut être assimilé à un emprunt bancaire. Elle est généralement conclue entre une entreprise et un établissement de banque. Donc, c'est un emprunt qui se caractérise par un taux d'intérêt fixe ou variable, éventuellement, donc il y a les deux,
et par des modalités de remboursement qui diffèrent en termes d'annuité, type de remboursement et durée contractée. Alors, le remboursement peut se faire par annuité constante, hein, ou ça peut être par amortissement in fine. Donc, ça veut dire quoi la différence entre les deux? Le capital est remboursé à la fin de chaque période. Elle est égale à la différence entre l'annuité de remboursement et l'intérêt périodique. Donc là, on est dans le remboursement par annuité constante. Alors que l'amortissement in fine, donc le capital emprunté est remboursé à la fin de la dernière période. C'est-à-dire à l'échéance, quand ça arrive, la dernière échéance, l'entreprise va payer une partie de l'intérêt qui reste de la période et le montant du remboursement total du capital emprunté. Donc là, c'est une facilité, c'est-à-dire l'entreprise ne va pas sortir des annuités, enfin des mensualités énormes. Donc là, il y a deux choix, toujours dans le financement externe des entreprises. Soit on choisit un remboursement par annuité constante, soit on décide de payer que les intérêts et on rembourse à la fin le capital d'un bloc. Une autre catégorie d'emprunt, donc c'est l'emprunt obligataire. Alors l'emprunt obligataire est une dette financière à long terme, divisée en fractions égales, appelée obligation, et détenue par une multitude de créanciers. L'obligation, c'est un titre de créance qui apporte un intérêt appelé coupon. Donc, l'emprunt obligataire, c'est une dette pour l'entreprise à une date et pour un montant fixé à l'avance et qui rapporte un intérêt, bien sûr. En cours de vie de la valeur, une obligation évolue soit à la hausse, soit à la baisse, le capital étant intégralement remboursé à l'échéance. Alors, vous allez vous poser une question, quelle est la différence entre une obligation et une action? Une obligation fonctionne sur le même principe qu'une reconnaissance de dette, alors qu'une action représente une part du capital de la société. Le cours d'une action dépend des fluctuations du marché, n'est pas connu à l'avance. La valeur de l'action peut augmenter, mais elle peut aussi baisser. Pour l'obligation à taux fixe, le rendement est connu à l'avance. C'est ça la différence entre les deux. La composition de l'emprunt obligataire, la valeur nominale, donc appelée le pair, la valeur d'émission, donc c'est le prix payé par l'obligataire, exprimé en pourcentage, la valeur de remboursement, prix payé à l'échéance par l'émetteur, la prime de remboursement, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et l'échéance. Alors, on va passer à une autre partie, donc c'est le financement des actifs à l'aide du crédit bail. Alors, ce dispositif présente la particularité de conjuguer investissement et moyens de financement, donc ce qu'on appelle couramment le leasing. Le crédit bail est un outil très utilisé pour le financement des investissements. En règle générale, les entreprises prennent du matériel, des machines, des moyens de transport, etc. Donc, pour comprendre le principe de fonctionnement, je prends le cas, une société spécialisée, souvent une banque appelée le bailleur, achète un bien, équipement bâti, etc. Selon le cahier des charges des clients. Il lui loue sur une période fixée à l'avance. Au terme, donc le client peut restituer le bien au bailleur. Donc à la fin de l'échéance, il lui dit, bah tiens, moi je veux plus du matériel. Soit éventuellement, il peut faire un renouvellement. Donc là, il va partir sur une autre période. Donc il va partir sur une nouvelle période. Soit éventuellement, comme c'était prévu dès le départ, il peut proposer un rachat. Donc il rachète le bien à un prix déterminé. Et ce prix, en règle générale, il est fixé à la signature du contrat. Donc il s'agit d'une option désignée dans le contrat. L'opération permet d'investir dans un bien durable tout en le finançant par des loyers. Donc ça, c'est la philosophie, on va dire, globale du crédit bail. Les différences avec un contrat de location simple, la différence entre un contrat simple
La détermination d'une durée bien définie en général équivalente à la durée de vie du bien, une option d'achat à l'échéance des contrats de crédit-bail à un prix préalablement fixé. Donc, à terme, le client qui a signé un crédit-bail, il a le choix soit de lever l'option d'achat et devenir propriétaire, soit de renouveler le contrat du crédit-bail, soit il rend donc au bailleur le bien qui était en location. Concernant le financement des actifs à l'aide du crédit-bail, les avantages et intérêts, donc un mode de financement pratique et simple à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de rechercher des fonds pour financer votre investissement, puisque la banque réalise l'achat pour vous et vous loue le bien. Le deuxième point, il permet un financement de 100% du montant TTC du bien, ce qui revient à financer la totalité de l'investissement, y compris la TVA, ce qui n'est pas le cas avec d'autres dispositifs prenant en compte seulement une partie du montant hors taxe. Donc la TVA n'est pas avancée et n'est pas à payer chaque mois à travers les loyers. Donc on ne fait pas d'avance, mais on la paye quand même à la fin de chaque mois. Pourquoi? Parce que la TVA va être incorporée dans le loyer mensuel. Le montant du crédit bail n'apparaît pas dans le haut du bilan. Alors tout simplement, il n'apparaît pas parce que là, c'est une location, donc c'est une charge. Donc elle ne se traduit pas dans le haut du bilan. Donc sans retraitement. Le niveau d'endettement devient plus allégé. L'autre point, c'est qu'on n'a plus d'amortissement à prévoir. Les loyers sont enregistrés dans les charges, dans votre compte des résultats. Donc des gains fiscaux à la clé possible, selon la durée des contrats. Le montant déductible des loyers peut être plus important que les intérêts plus les amortissements dans le cas d'un emprunt bancaire. Avantage, donc l'entreprise déduit fiscalement les loyers payés comme charges d'exploitation, on vient de le voir tout à l'heure, puisqu'on a dit que les loyers sont enregistrés dans votre compte résultat et sur les charges. Donc l'entreprise, fiscalement, elle déduit les loyers payés comme une charge d'exploitation. Il permet donc toujours le crédit bail d'utiliser un bien sans avoir à le financer, puisque je loue. Dès moment que je loue le bien, donc je n'ai plus à le financer puisque je paye un loyer mensuel. Donc ça se traduit par une location. Le crédit bail ne nécessite pas une importante sortie de trésor lors de l'achat et une recherche de financement bancaire ou par des capitaux propres. Donc dès moment qu'il n'y a pas de sortie de trésor, là, je bénéficie du bien. Le bien est à ma disposition avec un contrat location crédit bail. Je ne sors pas de la trésor, j'ai pas besoin d'aller voir les banques pour avoir un crédit et j'ai pas besoin de toucher mes capitaux propres. Donc pour l'entreprise, c'est un avantage indéniable. C'est une charge, je la mets dans mon compte résultat en charge d'exploitation. Ma trésor donc n'est pas touchée, donc ça c'est un avantage. Il est plus facile à obtenir qu'un crédit bancaire ou un emprunt obligataire. Ah oui, qui dit crédit bancaire, dit dossier, les démarches, recherche de financement, emprunt obligataire, donc pareil, donc il faut le mettre en place. Et c'est pas quelque chose, l'entreprise va profiter immédiatement. Donc, selon le besoin de financement, la banque évaluera la capacité d'endettement de l'entreprise avant l'octroi d'un prêt. Vous voyez? Alors que le crédit bail, en règle générale, il est plus simple et plus facile à obtenir. Il permet de ne pas alourdir la dette financière comptable de l'entreprise. Eh oui, puisqu'on paye uniquement un loyer, donc c'est une charge d'exploitation, donc la dette financière de l'entreprise n'est pas alourdie. Le crédit bail sur des biens matériels est souvent assorti d'un contrat de maintenance. Ça aussi, c'est pratique. Quand vous avez un copieur en leasing, donc forcément, vous avez un contrat de maintenance qui est inclus. Quand vous prenez un parc d'informatique, des ordinateurs, un réseau, etc.,
ben, vous avez la maintenance qui est inclue. Quand vous prenez une voiture, pareil, il y a la maintenance qui est inclue. Donc là, c'est des charges en moins pour l'entreprise. Donc le crédit bail sur des biens matériels est souvent assorti d'un contrat de maintenance. Là, je viens de vous donner des exemples: copieuse, donc informatique, voiture, et cetera. Il ne nécessite pas de garantie financière particulière. Les sociétés de crédit sont beaucoup moins exigeantes que les établissements bancaires sur les garanties financières des locataires. Pourquoi? Bah, tout simplement, ils restent toujours propriétaires du bien qui est mis en crédit bail. Donc si l'organisme qui va financer un crédit bail informatique dans le contrat, lui, il va toujours rester propriétaire. Il va rester propriétaire jusqu'au bout. Vous payez vos loyers, il n'y a pas de souci. Vous ne payez pas de loyer, il faut vérifier votre contrat parce qu'il y a des clauses dans le contrat. Donc, non-paiement du loyer, ben, ça veut dire que le bien ne vous appartient plus. Ou éventuellement, donc, vous allez attendre la fin de l'échéance. Si votre contrat prévu, donc, un rachat, le montant est déjà fixé dès le départ, c'est-à-dire depuis la signature des contrats. Donc là, on voit qu'on a, en termes de financement des actifs à l'aide du crédit bail, on a des avantages et les intérêts ne sont pas négligeables. Alors, qui dit avantage dit aussi des inconvénients. Donc là, on vient de voir la partie la plus agréable du crédit bail, mais est-ce que le crédit bail est franchement génial tant que ça? Est-ce que le crédit bail est intéressant? Donc là, c'est des questions qu'on se pose, hein. Alors, les questions concernant les inconvénients, c'est vrai qu'il faut d'abord comparer le comparable et de connaître au moins avant d'aller recourir à ce type de crédit. Premièrement, donc là, je vais dire généralement, le montant investi dans un crédit bail est nettement supérieur à celui engendré par un prêt bancaire, puisque l'entreprise de crédit bail retient sa rémunération sur la marge des loyers de la location. Eh oui, le loyer n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que si je prends un parc informatique, 10 ordinateurs à 1 000 € pièce, donc ça vous fait 10 000 € de matériel. Est-ce que réellement, avec un crédit bancaire de 5 000 €, est-ce que vous pouvez acheter les 10 postes informatiques? Est-ce que le crédit est plus intéressant à payer en termes d'intérêt que de payer un crédit bail avec des mensualités qui sont un peu plus élevées? Voilà un des convénients qu'il faut regarder de près. Généralement, le montant investi dans un crédit bail est nettement supérieur à celui engendré par un prêt bancaire, puisque l'entreprise de crédit bail retient sa rémunération. Eh oui, sur la marge du loyer. Donc forcément, l'organisme qui signe un crédit bail, bah, il faut qu'il soit rémunéré. Et sa rémunération, bah, il la tire dans la marge. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, c'est la palette de choix des biens matériels n'est pas illimitée. Ça veut dire qu'on n'a pas, on peut pas tout prendre en crédit bail, c'est impossible. Donc le choix n'est pas illimité. Je peux pas tout acheter, je peux pas investir heu dans tous les domaines pour financer en crédit bail. C'est impossible. La preuve, on est limité. Les entreprises de crédit bail peuvent refuser d'acquérir un bien matériel, bien sûr, si elles jugent qu'il est obsolète ou qu'elles estiment qu'il sera difficile de le revendre au terme du contrat de location. Ah oui, ça aussi, c'est un point important. Je prends un crédit bail dans le contrat, c'est stipulé, hein, notamment en matière informatique. Donc, si le matériel devient obsolète, eh ben, l'organisme crédit bail va vous dire non, je ne prends pas. Je prends pas parce que le matériel devient obsolète et donc je suis dans l'incapacité de pouvoir le revendre. Là, c'est aussi un autre inconvénient. Donc la lecture des contrats est importante. Je résume les 2 points, donc importants. Donc c'est, le prix du matériel
que vous prenez en crédit bail, des fois, peut revenir un peu plus cher que si vous avez pris un crédit d'un établissement bancaire. Et puis le problème d'obsolescence. Donc, est-ce que, l'organisme crédit bail va accepter à la fin du contrat de reprendre le matériel? Donc là, il y a matière à négociation et matière de contrat. Donc les biens concernés par le crédit bail ne peuvent être utilisés comme garantie, puisqu'ils sont toujours la propriété des bailleurs et non des locataires. Eh oui, ça aussi, c'est un inconvénient. Vous avez un beau parc informatique, de belles machines qui sont en crédit bail d'exploitation, mais vous ne pouvez pas les valoriser. Donc vous ne pouvez pas, les utiliser si vous voulez pour arranger un bilan en termes d'actifs et en termes d'immobilisation. Ça paraît pas. Le coût du crédit bail est plus élevé que celui d'un financement par emprunt, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et en cas de rupture anticipée du contrat bail, le locataire devra payer une pénalité. Ça aussi, c'est un point, important. Imaginons toujours par rapport à un matériel informatique, vous jugez que le matériel que vous avez pris il y a 2 ans ne correspond pas à votre besoin actuel et vous souhaitez changer. Donc du coup, vous dites à l'organisme crédit bail: «J'en veux plus de ce matériel, il est obsolète, je veux plus, je veux arrêter avant l'échéance». Eh ben, dans ce cas-là, vous allez payer des pénalités. La sortie n'est pas gratuite. Les contrats de crédit bail concernent habituellement des biens standards, hein. Ils peuvent être difficilement adaptés à des biens très spécifiques. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la palette et en termes de choix de biens matériels, elle n'est pas illimitée. Malheureusement, elle est limitée. Donc vous n'avez pas la possibilité de tout avoir en crédit bail. Là, on va résumer en termes de financement externe, donc les avantages et les limites, en termes d'emprunt et en termes de crédit bail. Donc c'est un tout petit tableau qui va vous donner la comparaison entre les 2. Si je prends l'emprunt, donc l'avantage, c'est le coût, il est connu à l'avance et il représente les intérêts payés sur le capital emprunté, donc ça, c'est facile à calculer. Il est souvent le seul moyen de financement des PME et il évite la dilution du capital et la perte de contrôle des dirigeants actuels sur l'entreprise. Donc là, c'est un avantage. Par contre, les limites, il entraîne une augmentation de l'endettement. Donc là, on va avoir quand même des charges financières, hein. Il peut, dans certains cas, provoquer un déséquilibre financier. Donc les charges financières, bah, augmentent, c'est les intérêts, donc il y a un impact négatif, hein, sur les futurs résultats de l'entreprise. Et puis, les organismes qui financent exigent souvent, de la part des hypothèques, des nantissements, des cautions et cetera. Donc c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Le crédit bail, les avantages ne suscitent aucun apport, donc il y a pas d'apport. Un avantage fiscal puisqu'on enregistre que des loyers qui sont considérés comme des charges. Ce mode de financement peut convenir à 100 du montant de l'investissement. Donc on a vu tout à l'heure, en crédit bail, donc il finance la TVA et puis, dès le départ. Alors qu'un crédit, non, donc vous financez pas la TVA avec, vous financez que le hors taxe. Par contre, dans le crédit bail, bien sûr, vous payez la TVA quand même mensuellement, qui est inclus dans le loyer. Avec le crédit bail, il y a la possibilité de rachat de matériel en fin de contrat, avec bien sûr une valeur résiduelle. Les limites du crédit bail, on vient de le voir tout à l'heure, c'est le coût qui s'avère souvent plus élevé que l'emprunt. La limite, on va dire à certains, domaines ou matériels, donc équipement, matériel, outillage. L'entreprise est responsable des dommages subis par le matériel, donc il faut alors penser à une couverture de ce risque par le biais d'une assurance. Donc vous voyez ici, donc on a les avantages d'un côté pour les emprunts, les inconvénients, les avantages et les inconvénients, plutôt les limites du crédit bail. Il y a d'autres financements, donc je vais aller un peu plus vite. Donc le financement par les subventions. Et là, on va avoir 2 types de financement. Donc il s'agit d'aides financières accordées par l'État, hein, les collectivités aux entreprises.
afin de financer des projets d'acquisition ou création d'entreprise, bien sûr. Elle est reprise par le biais des comptes de résultats sur plusieurs années. On va voir plusieurs types de subventions. On aura les subventions d'exploitation. Donc, elle va servir de compléter l'insuffisance de certaines recettes d'exploitation. Les subventions d'équilibre, donc, qui sont destinées à compenser en totalité la perte qu'aurait constatée une entreprise sans cette subvention. Donc, c'est pour ça qu'on parle de subvention d'équilibre, permettent d'équilibrer les produits et les charges dans le cadre d'un budget éventuellement. Et elles présentent un caractère exceptionnel et incluses dans les produits exceptionnels sur les opérations de gestion. D'exploitation et d'équilibre, on a des subventions d'investissement. Donc, les financements d'investissement, donc c'est financer des acquisitions, création, démobilisation. Donc là, on tombe dans ce qu'on avait tout à l'heure, hein, donc subvention d'équipement. Tu vois, c'est des activités à long terme. Là, on tombe dans les subventions d'investissement. Je prends des exemples, prime d'aménagement du territoire, subvention pour les dépenses de recherche et développement, prime d'installation dans certaines zones urbaines ou rurales. Alors, ces subventions, elles sont considérées comme des ressources stables ou durables destinées au financement des mobilisations. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce live. J'espère qu'il vous a convenu. Je suis en train de lire, est-ce que les capitaux et les actifs immobilisés doivent normalement être nuls ou positifs? Alors, les capitaux et les actifs, alors, est-ce que les capitaux doivent être nuls? Non, malheureusement, non. Les capitaux, ils ne peuvent pas être nuls. Le capital social ne peut pas disparaître, hein. Pour répondre à cette question, donc, je vais prendre l'exemple suivant. Une entreprise avec un capital de 1 000 €, la première année, imaginons, elle fait une perte de 2 000 €. Donc, 1 000 € de capital, perte de 1 000 €. Le capital social, lui, il va toujours rester à 1 000 €. Par contre, la perte, donc je vais la transformer en report à nouveau négatif, hein, puisque c'est une perte de moins de 2 000 €. Donc le capital ou les capitaux propres à la fin, c'est 1 000 moins 2 000, ça me donne 1 000 €. Je prends un autre cas. Toujours 1 000 €, l'entreprise fait un déficit de 5 000 €, une perte de 5 000 €. Donc j'aurai toujours le capital social 1 000 €, la perte moins 5 000 €, les capitaux propres, ça va être moins 4 000 €, puisque la perte est de 5 000. Donc 1 000 moins 5 000, ça me donne moins 4 000. Les capitaux propres, eux, ils peuvent toujours passer négatifs, mais jamais nuls. Le capital social, pareil, il ne peut jamais passer nul. Donc ça, c'était la question de Marie Manet. J'espère que j'étais clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt sur un autre live avec l'École française de comptabilité. Bonne soirée, au revoir.